Alors, nous allons faire les 4 essentiels. Donc l'essentiel d'identifier l'objet de délégation, le premier. Ensuite, ce que nous avons fait précédemment, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Rien. Il n'y a rien dans ma main. Et là, dans l'autre main, il y a une fleur. Ok. Maintenant, il y a l'absence de fleurs. Et donc il n'y a rien là, c'est une absence de fleurs. Absence de fleurs ici. Quand on dit l'absence de fleurs ici, l'absence de fleurs, est-ce que c'est un phénomène négatif ou un phénomène positif? L'absence de fleurs, c'est négatif ou positif? Est-ce que c'est un phénomène? C'est un phénomène négatif. Très bien. Si c'est un phénomène négatif, vous devriez nier quelque chose. Qu'est-ce qui est nié? La fleur est niée. Ok. Donc la fleur est niée. La fleur dans ma main est niée. La fleur dans ma main est niée. Donc parce qu'il y a des fleurs qui existent dans le jardin. Et donc c'est la fleur dans ma main qui est niée. Vous comprenez? Il faut être très précis. Donc disons par exemple que je ne bois pas de café. Qu'est-ce qui est nié? C'est le fait que je bois. Est-ce que c'est le fait de boire le café? Personne ne boit de café? Non, ça veut dire que moi je ne bois pas de café. C'est le fait que moi je ne bois pas de café. Ça ne veut pas dire que le fait de boire le café soit nié, en général. Et donc je n'existe pas indépendamment. Qu'est-ce qui est nié? Je n'existe pas de manière indépendante. Que je n'existe pas de manière indépendante. Je n'existe pas de manière objectivement. Qu'est-ce qui est nié? Le fait que j'existerai objectivement. Et donc il n'y a pas d'existence objective. Qu'est-ce qui est nié? Il n'y a pas d'existence objective. Qu'est-ce qui est nié? L'existence objective. Il n'y a pas d'existence objective, n'est-ce pas? C'est ce que nous nions. L'existence objective est niée. Très bien. Ok. Donc quand on dit le premier essentiel, c'est trouver l'objet de la négation, identifier l'objet de la négation. Disons que donc le premier point, c'est l'essentiel de comprendre ce qu'est l'objet de négation. C'est extrêmement important parce que si on n'a pas identifié correctement,
alors la vacuité, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à la comprendre. Si on a 20% de correct, si on est correct à 20%, on aura une vacuité correcte à 20%. Pour comprendre la vacuité, il y a 5 niveaux de compréhension de vacuité. 5 niveaux de vacuité, il pourrait même y en avoir plus, mais de manière générale, on peut parler de 5 niveaux de vacuité. Les 5 niveaux de vacuité, le premier. La vacuité d'existence permanente, unitaire et permanente du soi. La vacuité d'un soi permanent, unitaire et autonome. La vacuité d'un soi permanent, unitaire et indépendant. C'est numéro 1. Numéro 2. La vacuité d'un soi autonome et substantiel. L'absence de réalité autonome et substantielle. Numéro 3. La vacuité des réalités extérieures. La vacuité de réalité extérieure. Numéro 4. La vacuité d'existence véritable sans rejeter l'existence objective. Donc c'est la vacuité d'existence véritable qui ne réfute pas l'existence objective. Et enfin, la vacuité d'existence objective ou tirée inhérente, tirée intrinsèque, tirée indépendante, tirée ultime, tirée quoi d'autre? True, véritable, et existence absolue. Donc on va le dire encore. La vacuité de existence objective, tirée inhérente, tirée intrinsèque, tirée indépendante, tirée ultime, véritable, absolue. Ça fait combien d'équivalents on a? 7. 6 7. Donc on va le dire encore. La vacuité d'existence objective, inhérente, intrinsèque, indépendante, ultime, véritable, absolue. On en a 7. Donc, oui. Le premier. Donc c'est la vacuité de soi unitaire, autonome et permanent. Ensuite, la vacuité d'un soi substantiel et autosuffisant. Ensuite, la vacuité de réalité externe. Ensuite, la vacuité d'existence véritable qui ne nie pas l'existence objective. Et finalement, la vacuité d'existence objective, inhérente, intrinsèque, véritable, indépendante, ultime, absolue. Très bien. Maintenant, parmi ces 5, on les met dans un ordre spécifique, dans le sens où c'est du plus grossier vers le plus subtil. C'est un ordre qui va vers le plus subtil. Donc le premier, c'est très grossier. Et puis après, vous allez un peu plus haut. Le deuxième devient un peu plus subtil. Et puis de plus en plus subtil. Maintenant, donc les autres essentiels. Donc, le premier essentiel, c'est identifier l'objet de négation. C'est ce qu'on doit rejeter. Donc par exemple, je n'ai pas de maladie. Quand je dis je n'ai pas de maladie, qu'est-ce qui est nié? Moi, comme ayant une maladie,
Si je dis « je n'existe pas de manière objective », qu'est-ce qui est nié? Que j'existerai objectivement. Le fait que j'existerai objectivement est nié. Et donc, quel objet de négation? C'est ça l'objet de négation, c'est ce qui est nié, ce qui est réfuté. Et donc si on dit ce conteneur, donc ce ramequin n'a pas de chocolat, qu'est-ce qui est nié? Donc le fait que ce contenant n'a pas de chocolat, ce qui est nié, c'est qu'il est de chocolat. Et là, quand on dit vous n'existez pas objectivement, quel est l'objet de négation? Le fait que vous existeriez objectivement, c'est ça l'objet de négation. Il n'y a pas d'existence objective. L'existence objective n'existe pas. Quel est l'objet de négation? Quel est l'objet de négation? L'existence objective. C'est ça l'objet de négation. Très bien. Comment on dit objectif d'existence en français? Existence objective. Quand on parle du premier essentiel, identifier l'objet de négation, quand on identifie l'objet de négation, si vous ne pouvez pas le faire précisément, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une compréhension précise de la vacuité. Donc, si vous identifiez un objet de négation extrêmement grossier, vous pouvez comprendre les premiers niveaux de vacuité, mais pas le dernier. Et donc, chacun des cas dépend de votre compréhension, niveau de compréhension, de votre niveau d'identification de l'objet de négation. Et donc, plus vous comprenez l'objet de négation, plus vous avez une vacuité qui correspond. Et donc là, c'est du point de vue du prasangika, la plus avancée, la plus élevée. Et si vous ne pouvez pas identifier l'objet de négation du point de vue prasangika, même si vous ne comprendrez pas la vacuité du point de vue prasangika, si vous n'identifiez pas ce qui est nié du point de vue du prasangika. Et donc, en fait, votre compréhension de la vacuité dépend de votre niveau d'identification de l'objet de négation. C'est pourquoi c'est si important. Donc, disons, pour identifier l'objet de négation, on doit savoir qu'il y a deux erreurs ou deux limitations. Quand on va identifier l'objet de négation, la première c'est la redondance maximaliste. La redondance maximaliste. Donc je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. La redondance maximaliste. Et le deuxième, c'est l'inadéquation minimaliste. L'inadéquation minimaliste. Donc le premier, c'est la redondance maximaliste, c'est rejeter trop réfuter. Et le deuxième, c'est une réfutation insuffisante. Et donc c'est ce qu'on appelle comment est-ce qu'on dit en français, la redondance maximaliste? La redondance maximaliste. Ouais. Et donc on va l'expliquer après. Donc la redondance maximaliste. Et ensuite l'inadéquation minimaliste. L'inadéquation minimaliste. Très bien. Ok. Et donc ces mots techniques, on devrait les connaître, ces termes techniques, pour raffiner notre compréhension. Quelles sont les deux erreurs potentielles qui relèvent de l'identification de l'objet de négation? Quelles sont les deux en français? La redondance maximaliste. Et la deuxième, l'inadéquation minimaliste. Très bien. En anglais? Très bien, ok. Donc la redondance maximaliste signifie, par exemple,
Le président français, vous êtes un membre du service de sécurité du président français, par exemple, ou alors vous êtes un membre de sécurité de Sa Sainteté Dalai Lama. Et donc imaginez, vous êtes un membre de la sécurité de Donald Trump ou de Sa Sainteté Dalai Lama. Vous préférez qui? Vous allez choisir Sa Sainteté. Alors vous êtes le chef de la sécurité de Sa Sainteté Dalai Lama, par exemple. Pour Donald Trump, c'est pas improbable, mais pour Sa Sainteté, c'est une grande responsabilité. Et donc vous êtes le chef de la sécurité. Vous êtes le chef des gardes du corps, et donc vous recevez un message de quelqu'un qui va dire, ok, demain, il va y avoir un terroriste qui va venir. Et puis le terroriste, il vous donne une certaine description du terroriste. Il a des yeux bleus, etc. Une description sommaire. Donc votre boulot, c'est de faire en sorte que Sa Sainteté, que la sécurité de Sa Sainteté soit garantie. Donc demain, vous êtes le chef de la sécurité, et donc vous dites, il n'y a pas d'audience. Personne n'est autorisé à visiter Sa Sainteté Dalai Lama demain. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que ça va pour vous? Vous allez arrêter Donald Trump? Vous allez dire non, non, personne n'a le droit de venir visiter Sa Sainteté Dalai Lama demain, parce que demain, personne n'est autorisé à passer. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous... Non, ce que je suis en train de dire, c'est que demain, il y a un danger, et donc le terroriste vient, et donc il a des yeux bleus, etc., selon la description qui a été donnée. Et vous dites, donc demain, pas d'audience, personne n'est autorisé à passer pour voir Sa Sainteté Dalai Lama. Est-ce que vous allez arrêter le terroriste pour autant? Non, non, vous n'allez pas stopper, vous n'allez pas arrêter le... Est-ce qu'il peut entrer ou pas? Non, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes capable de stopper le terroriste? Vous êtes le chef de la sécurité. Et donc, quand vous dites personne n'est autorisé à entrer à ce moment-là, bien sûr, même cette personne ne peut pas passer. Mais est-ce que c'est du bon travail? Non, pourquoi c'est pas du bon travail? Parce que vous avez empêché que le terroriste puisse passer. Mais est-ce que c'est du bon boulot? Je suis en train de parler de demain. Est-ce que vous avez réussi? Non. Pourquoi? Parce que demain? Parce que quelqu'un pourrait venir dire, moi j'ai besoin de passer pour discuter sur le monde, sur l'éducation universelle, avec Sa Sainteté le Dalai Lama. Et puis il va venir et vous allez l'arrêter. Non, vous dites une personne est autorisée à rentrer. N'est-ce pas? Même si même les personnes bonnes sont arrêtées. Et donc vous arrêtez la mauvaise personne, enfin la personne mauvaise, mais vous arrêtez aussi les bonnes personnes, enfin les personnes bonnes. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que les choses bonnes adviennent, mais que les choses mauvaises n'adviennent pas. En fait, c'est ça votre boulot. Mais là, si vous arrêtez tout le monde, vous arrêtez trop de personnes, vous empêchez trop de personnes de passer. Vous empêchez, vous interdisez le passage à trop de personnes. C'est ça la redondance maximaliste. Vous comprenez? Donc, disons par exemple. Par exemple, vous êtes l'intendant de Sa Sainteté de Dalai Lama. Sa Sainteté vient au centre Kalachakra et vous êtes l'intendant en chef, n'est-ce pas? Et Sa Sainteté dit, je ne bois pas de café. Et vous ne lui donnez rien? Ni café, ni eau, ni jus, ni thé, ni thé tibétain, vous arrêtez tout, vous ne donnez rien.
Donc, donc, bien sûr, vous ne donnez pas de café, mais vous ne donnez rien d'autre. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que sa santé reviendra la prochaine fois? Donc c'est bien de ne pas lui donner de café, c'est très bien. Mais si vous vous abstenez de lui donner autre chose, des choses qu'il aime, par exemple du thé tibétain, il pourrait boire du thé anglais, n'est-ce pas? Il pourrait boire du jus de fruits, mais vous vous abstenez de tout de lui donner tout. Ça, c'est vous arrêtez trop en fait. C'est ça la redondance maximaliste. Vous surabstenez. C'est ça la redondance maximaliste. Maintenant, tout est comme un rêve. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Et les 2 derniers jours, est-ce que j'ai dit ça? Tout est comme un rêve. Est-ce que j'ai dit ça? Rien n'existe de manière objective, n'est-ce pas? Oui, ok. Donc cet après-midi, même le repas, le déjeuner sera comme un rêve. Et donc, il n'y a pas de repas. Pas de repas. Il n'y aura pas de repas, il n'y aura pas de déjeuner. Si je dis pas de déjeuner, est-ce que j'ai rejeté l'existence objective de repas, du déjeuner? Et quand je dis il n'y a pas de repas, il n'y a pas de déjeuner, n'est-ce pas? Est-ce que vous aurez un déjeuner? Si on dit il n'y a pas de déjeuner. Si vous n'avez pas de déjeuner, est-ce que vous aurez un déjeuner existant objectivement? Non, vous n'aurez pas. Vous aurez aussi arrêté le déjeuner existant objectivement, mais vous aurez aussi arrêté le déjeuner lui-même. Alors, quand vous dites il n'y a pas de déjeuner, donc tout est comme un rêve, donc le déjeuner est comme un rêve, et donc vous êtes en train de rejeter plus que ce qu'il ne faut. Et donc bien sûr, vous rejetez le déjeuner existant en soi, mais vous rejetez le déjeuner lui-même, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi vous devez comprendre la vacuité de manière très précise. Et vous devez donner des réponses appropriées à 2 questions. La première. Donc, pour la première question, donc c'est votre 3e jour de la retraite d'Abodhicitta, vous comprenez? Ma première question que je vous demande, est-ce que les choses existent? Oui ou non? Tout existe? Oui ou non? Hein? Tout existe? Ok. Donc la première question c'est, est-ce que les choses existent? Si vous dites non, ce n'est pas comprendre la vacuité, c'est le nihilisme. Ne l'oubliez pas. Donc la première question, est-ce que les choses existent? La réponse devrait être oui. Donc le bouddhisme ne rejette rien. Le bouddhisme accepte l'existence de tous les phénomènes. Donc la question, est-ce que les choses existent? Oui. Est-ce que les phénomènes existent? Oui. Si vous dites non, ce n'est pas la philosophie bouddhiste, c'est du nihilisme. Ne l'oubliez pas. Première. Ensuite, les choses existent. Donc là, si vous avez répondu oui à la première question, est-ce que les choses... Et ensuite, est-ce que les choses existent objectivement? C'est quoi votre réponse? Non. Ok, donc il ne faut pas oublier ces 2 questions. La première question, est-ce que les phénomènes existent? La réponse devrait être oui. Est-ce que les phénomènes existent de manière objective? Non. Est-ce que les choses existent de manière objective? Non. Quand on dit non, vous allez dans la vacuité. Vous n'allez pas dans le nihilisme. Si vous avez répondu oui à la première, vous dites non à la deuxième, à ce moment-là, vous êtes sur le point de comprendre la vacuité. Et donc c'est si précieux, ne l'oubliez pas. Et donc quand on dit la fleur n'existe pas de manière objective. Quand je dis la fleur n'existe pas de manière objective, est-ce que ça veut dire que la fleur n'existe pas? Est-ce que la fleur existe? Si je dis que la fleur n'existe pas, je vais vers le nihilisme. Donc c'est pourquoi si je dis, mais quel est l'objet de négation? Quel est l'objet de négation de la vacuité de la fleur? Je veux dire, la fleur est l'objet de négation? Quel est le problème? La fleur? Est-ce que c'est l'objet de négation de la vacuité de la fleur?
On parle de la vacuité de la fleur. Donc est-ce que donc la fleur est comme un rêve, la vacuité de la fleur. Quand on dit que la fleur est vide d'existence objective, est-ce qu'on rejette la fleur? Non. Et donc si vous rejetez la fleur, à ce moment-là, vous rejetez, bien sûr, est-ce que vous rejetez l'existence objective de la fleur si vous rejetez la fleur? Disons, quand on rejette la fleur, ma question est, quand vous rejetez la fleur, si je dis la fleur n'existe pas, est-ce qu'il y a les renaissances? Dites-moi, est-ce que les renaissances existent? Est-ce qu'il y a des renaissances? Est-ce qu'il y a des renaissances existant de manière objective? Non. Donc il y a des philosophes, même du temps du Bouddha, qui croyaient qu'il n'y avait pas de renaissance, qui n'acceptaient pas les renaissances. Ils disaient la renaissance n'existe pas. Les Charvaka, par exemple, les hédonistes du temps du Bouddha, qui disaient qu'il n'y avait pas de renaissance. Et donc ils rejetaient les renaissances. Est-ce qu'ils rejetaient les renaissances existant de manière objective? Est-ce qu'ils rejetaient l'existence objective des renaissances objectives? Est-ce qu'ils rejetaient des renaissances existant de manière objective? Vous êtes très innocent. Ne faites pas confiance à mon visage. Quand je montre mon visage comme ça, vous le prenez très sérieusement. Donc, est-ce qu'on rejette les renaissances? Est-ce qu'on rejette les... Est-ce qu'il rejetait les renaissances? Oui. Est-ce qu'il rejetait les renaissances magnifiques? Est-ce qu'il rejetait les renaissances inférieures? Oui, dès l'instant où il rejetait les renaissances, il rejetait tout ce qui relevait des renaissances. Est-ce qu'il rejetait des renaissances existant de manière objective? Oui. Et donc, si on dit il n'y a pas de renaissance existant de manière objective, oui. Et donc, les renaissances sont vides d'existence objective. Les Charvaka, ils disaient que les renaissances étaient vides d'existence objective. Et donc ça, c'est ce qu'on pourra discuter pendant les groupes de discussion. Maintenant, ma question. Est-ce qu'ils disaient que les renaissances n'existaient pas? Oui. Et donc toutes les caractéristiques de renaissance, c'est nécessairement nié. Si on nie les renaissances, eh bien leur existence objective aussi est niée. Et donc est-ce qu'ils rejetaient les renaissances ayant une existence objective? Oui. Puisqu'ils rejetaient les renaissances. Donc c'est votre boulot. Mon boulot. Maintenant, quand on dit les Charvaka, ils rejetaient les existences objectives des renaissances. Est-ce qu'ils les rejetaient ou pas? Est-ce qu'ils rejetaient des renaissances objectivement existantes? Oui. Les Charvaka, quand ils disaient les renaissances n'existent pas, et même les renaissances existant de manière objective, est-ce que c'était une redondance maximaliste ou est-ce que c'était une inadéquation minimaliste? Oui, c'était une redondance maximaliste, par exemple. Quand Sa Sainteté le Dalai Lama a des audiences, etc., et qu'il y a un danger, vous dites personne n'est autorisé à passer aujourd'hui. Parce que il y a un danger, etc. Est-ce que vous rejetez? Est-ce que vous stoppez le terroriste? Et vous êtes le chef de la sécurité. Ne soyez pas lent. Vous devez être très très réactif si vous êtes le chef de la sécurité, n'est-ce pas? Et donc quand vous dites non, personne ne passera aujourd'hui, personne ne verra Sa Sainteté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un message, etc., et qu'il y aurait un danger pour les audiences de Sa Sainteté. Et donc, quand on dit ça, est-ce que vous rejetez le terroriste, vous empêchez de passer? Oui. Est-ce que vous allez rejeter le danger? Oui. Mais est-ce que c'est une bonne option? Ce n'est pas une bonne option. Pourquoi? Parce que vous rejetez
trop plus que ce qu'il ne faut rejeter. Vous empêchez les autres personnes de passer. Et donc ça, c'est la redondance maximaliste. Vous comprenez? Maintenant, ensuite, donc les chefs de la sécurité de Obama vont se plaindre à sa sainteté en disant « Mais votre chef de la sécurité nous a empêché M. Obama de vous rencontrer. » Et donc le gouvernement indien va dire « Non, non, c'est pas vrai, ça doit pas être... Enfin, dit c'est pas bien, vous n'êtes pas un bon chef de la sécurité. » Et donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous arrêtez trop de personnes par rapport à ce qu'il faut, par rapport aux personnes qu'il faut arrêter. Et donc, comment devrais-je m'y prendre? Ne stoppez pas tout le monde, stoppez simplement le terroriste. Le terroriste. Le lendemain, il y a, on va dire c'est un homme. Et donc il y a un homme qui arrive le lendemain, et puis vous voyez que c'est un homme, etc. Vous l'arrêtez, et puis vous laissez tout le monde passer. Vous n'arrêtez que cette personne. Et donc vous pensez, j'ai le terroriste. Est-ce que vous êtes un bon chef de la sécurité? Pourquoi pas? C'est l'inadéquation, pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir 2, 3, 4, 5 terroristes, mais pas simplement un seul. Et donc, il peut y en avoir 3 ou 4 qui sont là. Et donc vous avez quelqu'un qui est un homme, qui a un pistolet, etc., et vous arrêtez cette personne. Mais vous ne stoppez que cette personne, vous ne les stoppez pas tous. C'est ça l'inadéquation minimaliste. Donc ça, ce sont les problèmes. Ce sont 2 erreurs. Des erreurs par rapport à l'identification de l'objet de négation. Vous comprenez? Alors maintenant, vous savez ça. Dites-moi. Quand je dis combien il est important de comprendre la vacuité de la fleur, est-ce que c'est important ou pas? Et dites-moi. C'est très important. C'est une fleur qui est vide d'existence, inhérent, de voir que c'est votre vacuité à vous, la vacuité de votre esprit. Et donc, pour voir la vacuité, c'est très important. La vacuité signifie que je n'existe pas. Est-ce que c'est correct ou pas? Quel est le problème? C'est la redondance. C'est maximaliste ou minimaliste? C'est la redondance maximaliste. Vous avez compris, super. Et donc quand je dis je n'existe pas, parce que le Bouddha a dit je suis vide, la forme est vide, mon corps est vide, mon esprit est vide, etc. Si je dis je n'existe pas, c'est la redondance maximaliste. Maintenant, disons que j'existe. J'existe. Le Bouddha a dit, la personne est vide, le je n'existe pas, parce que le je indépendant n'existe pas. Le Bouddha pensait, avait l'intention de dire, c'est le je inhérent, indépendant, n'existe pas. Quand le Bouddha a dit, le je est vide, le Bouddha avait à l'esprit, le je est vide de soi indépendant. Ce je est vide d'existence, de réalité indépendante. C'est correct ou pas? C'est correct. Combien d'entre vous disent que c'est correct? Levez vos mains. Qui dit que ce n'est pas correct? Qui dit que ce n'est pas correct? Ok. Et donc, tout le monde
Tout le monde est dans l'inadéquation minimaliste. Et donc, en fait, parmi les trois types, les 5 types de vacuité, c'est le premier. Quel est le premier? On l'avait vu l'année dernière, non? Ah, on l'avait l'année dernière? Ces 5 niveaux de vacuité? Est-ce que je l'ai dit l'année dernière? Ce matin? Ce matin? Maintenant? Donc, quels sont les 5? Dites-moi. Quel est le premier? La vacuité de jeu indépendant, unitaire et permanent, n'est-ce pas? C'est le premier. Quand on dit le jeu n'est pas permanent, vous comprenez simplement le premier niveau de vacuité. Vous ne comprenez pas le deuxième, ni le troisième, etc. Et donc, si vous ne comprenez que le premier, c'est un problème. Quel est le problème? C'est maximaliste ou minimaliste? C'est minimaliste. C'est l'inadéquation minimaliste. Donc, et donc c'est tellement dommage au centre Kalash Chakra, on est tombé dans l'inadéquation minimaliste. Donc maintenant, le point c'est que pour vous de comprendre véritablement la vacuité, il faut comprendre l'objet de négation de manière extrêmement précise, n'est-ce pas? Pas de manière superficielle, pas l'identifier, et pas l'identifier de travers, de manière inadéquate. Et donc il faut vraiment pointer du doigt de manière vraiment précise. Et donc il faut voir que c'est l'absence d'existence objective des phénomènes dont il s'agit. Vous comprenez maintenant? Dites-moi. Quel est l'objet de négation de la vacuité? Dites-moi. La vacuité est tellement importante pour nous. Pour comprendre la vacuité, il faut comprendre vraiment la vacuité, ce qu'elle est. Quel est l'objet de négation de la vacuité? C'est... Nico? L'existence intrinsèque. Qui d'autre? L'existence inhérente. L'existence objective. L'existence absolue. L'existence ultime. L'existence inhérente. Très bien, ok. C'est juste ce qu'on vient d'apprendre, n'est-ce pas? Maintenant, ma question. Qu'est-ce que vous comprenez par existence inhérente? Qu'est-ce que vous comprenez par existence objective? C'est deux questions. La première, c'est qu'est-ce que l'objet de négation de la vacuité, donc l'existence objective, etc. Maintenant, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous comprenez par existence objective? Qui? Simplement, ouvrez votre esprit. Donc, tout ce qu'on a vu il y a 2 jours, hier, etc. Simplement, essayez de partager simplement ce que vous avez compris par l'existence objective. Quelque chose qu'on peut voir, entendre, etc. etc. qu'on peut appréhender. Cette fleur, par exemple, existe de manière objective. Cette fleur existe de manière objective? Après ces 3 jours d'études, qu'il n'y a pas d'existence objective, on va dire que la fleur existe de manière objective. L'existence objective, c'est l'objet de négation, n'est-ce pas? Elle ne devrait pas être existante, elle devrait être niée. Qu'est-ce que vous comprenez exactement par existence objective? Qui? Martin? Martine, pardon? Ah, exister par soi-même. Et donc voyons maintenant ces différentes réponses. Donc, on ne devrait pas accepter si facilement. On a essayé de voir si ça fait sens pour vous. Quelque chose qui existe par soi-même. Nicolas? Et donc ça existerait du côté de l'objet et pas du côté du sujet. Marie? De son propre côté. Très bien. Nico? Et qui d'autre? Alex? Que l'objet ne dépend de rien d'autre. Très bien. Qui d'autre?
que l'objet existerait de la façon dont je le vois. Très bien. Qui d'autre? Jusqu'à maintenant, je dirais que toutes ces réponses sont fabuleuses. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous comprenez par le fait que la fleur existerait de manière objective? Et donc ça doit être rejeté. Et donc, si la fleur n'existe pas de manière objective, qu'est-ce qu'on comprend par le fait que la fleur existerait objectivement? Donc, si elle existe de manière objective, elle n'a pas besoin d'un esprit qui l'imputerait, qui la désignerait. Et donc la fleur existerait indépendamment de l'esprit qui la désigne ou qui l'impute. Et donc il y a une substance là, n'est-ce pas, qui rend une réalité objective ici. Très bien. Qui d'autre? Il y aurait l'objectivité dans l'objet. Ça va me donner mal à la tête. C'est de la philosophie très profonde. Waouh, c'est très profond. Et donc, quand Albert Einstein, quand il a été candidat pour le programme de philosophie, pour son doctorat, et il y avait des professeurs qui ont testé pour voir s'il avait son doctorat. Et il y en a un qui a demandé au professeur et qui a demandé, mais est-ce que ce jeune il est bon pour le doctorat? Et les deux ont dit ouais, c'est sûr à 100%. Et il a le doctorat. Et puis après ils ont demandé au professeur, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit ce jeune? Et les deux ont dit, mais on n'a rien compris de ce qu'il a écrit. Donc, c'est comme la réponse de Nico, elle est extrêmement profonde, mais je ne comprends pas. Et donc, toutes les réponses qui ont été données, elles sont très bonnes, elles sont correctes. Le point ici, c'est que comment le rêve vient dans l'esprit, comment le rêve survient dans notre esprit. Vous vous endormez, vous allez au lit, et puis vous allongez, et puis tranquillement vous tombez dans le sommeil, et puis un rêve vient et il vous hypnotise, il vous montre quelque chose qui donne l'impression d'être vrai. Et puis vous voyez différentes choses, telles que le centre Kalachakra, et puis le magnifique stupa, et puis l'environnement, les discussions, et puis les champs tout autour. C'est très vaste, ce territoire magnifique. Et puis ce vent léger, frais, et puis vous vous réveillez. Et puis vous êtes à Paris. Oh, comme c'était un magnifique rêve, tous les détails que vous aviez pendant le rêve, ils venaient de votre esprit. Rien n'était là du côté de l'objet. Tout cela venait de votre esprit, n'est-ce pas? Mais dans le rêve, vous voyez tout ça comme venant de votre esprit ou de manière si réelle, de manière réelle, comme de manière extrêmement objective, comme si ça venait totalement de l'objet et pas du sujet. C'est ça qui est décevant, qui est trompeur. C'est ça qui doit être nié. C'est que ce que vous avez vu pendant le rêve, c'est ce qui paraissait tellement réel du côté des objets, c'est ça qui doit être nié. C'est ça l'objet de négation. C'est le contenu du rêve qui paraît exister du côté de l'objet, et non pas du côté de l'objet, non pas comme une projection de l'esprit. Et donc en venant de son propre côté, par soi-même, avec une certaine objectivité là, une certaine substance là, qui d'autre qui avait répondu? Depuis l'objet lui-même, rien de la part du sujet. Et donc tout pendant le rêve paraissait comme ça, et quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que rien n'était vrai là-dedans. Que cette substance, cette objectivité, le fait que ça existe de soi-même, du côté de l'objet, rien à voir avec le sujet, que ça n'est pas imputé par l'esprit, tout cela n'est pas vrai, en fait. Tout cela venait de mon esprit, il n'y avait rien du côté de l'objet. Vous vous rendez compte de la vacuité de cela. C'est ça la vacuité d'existence objective.
Et donc quand vous identifiez que ce qui doit être nié, c'est comment vous voyez pendant le rêve, ça paraît tellement réel, tellement vrai, rien à voir avec l'esprit qui imagine tout ça. C'est ça l'objectif, l'existence objective. Je vais vous demander de faire une chose. Votre boulot, c'est de voir comment l'objet vous apparaît. Votre boulot, c'est ça. C'est de voir comment l'objet vous apparaît. Est-ce que c'est votre esprit qui le crée? Et non, ça paraît tellement exister du côté de l'objet. C'est tellement solide là. Ok, prêt? Donc, regardez une autre personne à côté de vous. Voyez comment elle vous apparaît. Est-ce qu'elle apparaît du côté de l'objet ou est-ce que c'est mon esprit qui l'a créé? Donc, on dirait que vous avez tous réalisé la vacuité au 3e jour. C'est merveilleux. Au 3e jour, vous avez rencontré la vacuité. Au 1er jour, vous souriez et tout, vous rigoliez et tout. Au numéro 3, vous êtes juste en train de voir des atomes. Il n'y a personne là. Ok, très bien. Maintenant, dites-moi, comment l'autre personne vous apparaît-elle? Si, objectivement, là, à l'extérieur, ou est-ce que c'est votre esprit qui crée, qui projette ça? Ça paraît tellement solide, là, à l'extérieur, vous comprenez? Et vous croyez qu'en effet, c'est là, totalement, là, à l'extérieur. C'est ça, la saisie ignorante d'un soi. Et c'est ce qui crée tous les problèmes, n'est-ce pas? Et donc le point ici, comment est-ce qu'on peut savoir qu'une telle une telle chose existant de manière objective n'existe pas? Et donc les choses paraissent tellement exister de leur propre côté, comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas vrai? Vous comprenez? Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce n'est pas vrai? Combien d'entre vous ont vu des arcs-en-ciel dans votre vie? Ma question n'est pas bonne. Combien d'entre vous n'ont pas vu d'arc-en-ciel? Qui n'a jamais vu d'arc-en-ciel dans sa vie? Et donc en France, au centre Kalachakra, quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est dans quelle direction? Donc disons par exemple cette direction. C'est à l'opposé du soleil. Et donc, le soleil se lève dans toutes les directions, les 4 directions. Oh non, il n'y a pas de soleil. Donc il se lève à l'est et il va vers l'ouest. Donc ça veut dire que les arcs-en-ciel ne sont jamais au sud. Donc disons. Et disons qu'un arc-en-ciel vient dans cette direction, apparaît dans cette direction. C'est pas grave, c'est pas important. Non, c'est là, non, c'est ici, en fait, c'est pas grave. Bon, prenez cette direction par exemple. Alors, vous voyez par exemple un arc-en-ciel à 1 kilomètre du centre Kalachakra, un magnifique arc-en-ciel. Et puis il y a un jeune enfant et deux enfants très jeunes avec vous, 5, 6 ans, 4 ans, etc. Donc le garçon, la fille, ils ont 4 ans. Et puis ils regardent aussi l'arc-en-ciel. Ma question. Donc est-ce que vous voyez tous l'arc-en-ciel? Oui. Tous les 3. Vous et les 2 enfants. Donc les 2 enfants, ils vous demandent, oh, est-ce que tu peux nous emmener là-bas? Tu peux nous emmener là-bas? Là où il y a l'arc-en-ciel, à 1 kilomètre d'ici. Tu peux nous emmener là-bas? Est-ce que vous allez emmener les enfants là-bas? Non? Et est-ce que vous allez emmener les enfants là-bas? Est-ce que vous allez les emmener? Si vous les emmenez, ça veut dire que vous aussi vous êtes un enfant. Vous êtes un petit enfant. Parce que si vous les emmenez là-bas, parce que eux, ils pensent que l'arc-en-ciel est vraiment là-bas, à 1 kilomètre. Et si vous les emmenez là-bas, vous êtes aussi un jeune enfant. Est-ce que vous acceptez aussi cela?
Et donc, si vous arrivez là-bas, qu'est-ce qu'il advient? Il advient, l'arc-en-ciel disparaît. Donc, dites-moi. Où existe l'arc-en-ciel? Donc, le premier, est-ce que l'arc-en-ciel existe ou pas? Oui. Où existe-t-il? À 1 kilomètre d'ici? Non. Donc, dans vos yeux? Non. Entre les deux? Donc, où? Où existe l'arc-en-ciel? Dans notre esprit? Non, vous ne pouvez pas prendre de photos alors? Et donc, parce que vous ne pouvez pas prendre de photos de votre esprit. Donc où est-il? Où est l'arc-en-ciel? Après avoir étudié la vacuité, maintenant vous ne savez plus où sont les arcs-en-ciel. Dans l'eau, dans le ciel. Où dans le ciel? À 1 kilomètre? Ou là où vous êtes, ou entre les deux? 1 kilomètre? Si vous allez là-bas, vous n'allez pas avoir l'arc-en-ciel. Donc, à partir de ça, le fait que vous trouviez difficile de localiser où est l'arc-en-ciel, même si vous savez qu'il existe, quand vous voyez qu'il est difficile de le localiser, ça veut dire que ce n'est pas 100% du côté de l'objet. Et donc, ça veut dire que s'il n'existe pas 100% du côté de l'objet, ça veut dire qu'il y a une partie qui vient du sujet. Et donc, quelque chose peut exister, mais pas nécessairement du côté de l'objet. Vous comprenez? C'est une chose. Et puis, le rêve. Le rêve. Où existe le rêve? Du côté de l'objet ou du côté du sujet? Du côté du sujet. N'est-ce pas? Donc disons. Imaginons c'est l'aube. Il fait noir, mais pas très noir, il fait plutôt sombre. Il y a quelque chose là. Et vous savez que cet endroit est régulièrement fréquenté par des serpents. Et vous allez là, et vous voyez un serpent là. Ouh, il y a un serpent là. J'ai vu un serpent ici. Et là, vous avez peur, si vous criez. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de hurler? Parce que j'ai vu un serpent là. Quelle est votre réponse? Pourquoi est-ce que vous criez? Parce que j'ai vu un serpent ici. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'était votre création mentale? Non, c'était vraiment... Il y avait un serpent ici, mais où? Où? Et non, vous allez là-bas, et je dis, mais ce n'est pas un serpent, c'est une corde. Et donc je prends la corde, puis je vous montre que c'est une corde et ce n'est pas un serpent. Et donc qu'est-ce que vous allez dire? Ok, ah mais j'étais trompé, je me suis trompé. Et ce que j'ai vu comme étant un serpent, où il était le serpent? Est-ce que vous avez vu précédemment? Ensuite, quand je vous dis il n'y a pas de serpent, c'est une corde. Et donc vous dites, ah mais avant ce que j'ai vu comme étant comme un serpent, je me suis trompé. Donc encore une question. Précédemment vous aviez vu un serpent, n'est-ce pas? Oui. Et où est le serpent? Du côté de l'objet ou du côté de votre esprit? De votre esprit. C'était simplement, purement subjectif, rien du côté de l'objet. Et donc, pourtant, quand vous l'aviez vu, c'était comme si c'était 100% du côté de l'objet, et c'est ça qui est trompeur. On peut être trompé. Et donc maintenant, ce qu'on voit maintenant, il y a aussi une sorte de tromperie. Les objets, l'existence paraît exister du côté de l'objet, sans que ça vienne du côté du sujet. C'est ça qui est trompeur. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Et donc tout est purement subjectif, comme voir un serpent qui nous fait hurler, et ensuite on se dit, mais ce n'est pas un serpent, c'était une projection de mon esprit. Ça venait de ma perception distordue, ça venait de mon esprit. Et donc c'est comment on introduit la vacuité. On pourrait se poser la question, quelle est la prochaine question? Pas de question, je suis très heureux. La vacuité, ça y est, c'est fait, on a compris.
Pourquoi ai-je vu un serpent? Ça, c'est votre boulot, c'est pas mon travail. Pourquoi vous avez vu un serpent? Et donc, c'est juste un exemple que je vous ai donné. J'ai juste décrit comment la vacuité, comment les choses apparaissent comme étant une illusion, comment les choses sont trompeuses, comment est-ce qu'on les voit comme étant trompeuses, etc. Comment est-ce qu'on peut on ne peut pas vraiment croire ce qu'on voit, faire confiance à ce qu'on voit. Quand vous avez vu le serpent, vous avez crié, vous avez gesticulé, etc. Vous avez cru, vous avez fait confiance à votre perception. Et vous avez, mais j'ai fait confiance à ma perception, et donc c'est pour ça que j'ai hurlé. Mais après, vous comprenez que c'était une perception trompeuse, distordue. Et donc, vous vous rendez compte que toutes les perceptions peuvent être trompeuses. Et donc, oui, ça veut dire que toutes les perceptions peuvent être trompeuses. C'est ça ce que j'ai en train de dire. Maintenant, quelle pourrait être votre prochaine question? Donc, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut rien croire dans notre esprit. Si tout est une illusion, est-ce que l'esprit existe vraiment? Ça, l'esprit est aussi une illusion. Une autre question? On a terminé, donc ça y est, on fait la partie bodhicitta, on a terminé la retraite. Quelle serait votre prochaine question? Anne-Sophie? Comment peut-on voir la réalité? Ça, c'est une bonne question. Donc là, on a bien fait de venir en classe, oui. Eric? Comment retirer l'illusion? Oh, comment est-ce que je peux retirer l'illusion? C'est une bonne question aussi. Comment est-ce que je peux retirer l'illusion? Vous pouvez enlever l'illusion en méditant encore plus sur la vacuité. Qui d'autre? Maria? Pourquoi est-ce que j'expérimente le serpent à cause d'une ignorance précédente? Est-ce qu'une conscience omnisciente est aussi trompée en percevant autre chose que la vacuité? Donc c'est facile, une conscience omnisciente n'est pas trompée. N'est-ce pas? Qui d'autre? Sinon, on n'a pas besoin d'en faire plus, on a déjà terminé la retraite. Comment est-ce que les phénomènes existent réellement? C'est ce qu'on a dit. C'est la vacuité de la réalité, c'est la réalité de l'objet. Et donc ça c'est la conclusion. Personne n'a de questions? Anne-Sophie a posé une question. On essaiera d'y répondre, mais quelle est la nature de la réalité? La nature de la réalité, on a vu à partir d'hier ce que nous avons construit jusqu'à maintenant. À partir de ça, on a dit que toutes nos perceptions peuvent être décevantes. Et on fait confiance à nos perceptions, et donc les problèmes adviennent de cela. Et donc je vous ai donné un exemple. Et donc vous avez hurlé, vous avez crié, vous avez tellement peur en voyant ce serpent. Et après vous avez vu que c'était simplement une corde. Et donc ça veut dire que nos perceptions peuvent être trompées. Et donc de la même façon que cette perception a pu être trompée, toutes nos perceptions peuvent être trompées. Et donc toutes les consciences des personnes non éveillées. Même si on met de côté les consciences omniscientes, on peut quand même avoir des perceptions valides, même celles-ci, elles sont erronées. Alors en quoi peut-on avoir confiance?
On peut avoir confiance dans le fait qu'aucune perception ne peut être digne de confiance. Martine? Je n'ai pas dit que tout était une illusion, mais j'ai dit tout est comme une illusion. Si tout était une illusion, tout serait permis, mais si tout est comme une illusion, tout n'est pas possible, tout n'est pas permis. Nico? Donc là, la corde... donc percevoir un serpent là où il y a une corde, c'est trompeur, mais est-ce que percevoir un serpent comme étant un serpent, est-ce que ça aussi c'est trompeur? Ça aussi c'est trompeur? Parce qu'on voit le serpent comme existant de manière objective, même si c'est vraiment un serpent. Donc, pas de question. Okay, emptiness class finished now. This is Bodhicitta now. Okay, 3 questions.